Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Einar Tangen, chercheur principal à l'Institut Taihei et au CIGI. Merci beaucoup d'avoir pris le temps un dimanche matin de venir participer. Eh bien, c'est un plaisir. Chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec toi, Glenn, c'est toujours un vrai plaisir. Je veux dire, il y a tellement de journalisme à sensation et une approche tellement immature du reportage. Comme nous en parlions plus tôt, tu dialogues avec les gens parce que tu veux comprendre leur point de vue ainsi que le tien. Et je t'en félicite. Eh bien, sur le sujet du journalisme, l'une des choses qui n'a pas vraiment reçu l'attention qu'elle mérite, du moins de mon point de vue, c'est la montée des tensions entre la Chine et le Japon. Il existe une véritable menace de guerre. Bon, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est un tournant des événements assez surprenant. Le nouveau Premier ministre japonais, Takashi, a lancé une escalade militaire très dangereuse, à mon avis, en annonçant des plans de déploiement de missiles. C'est très problématique pour de nombreuses raisons. D'une part, cela est perçu comme une tentative d'éroder la souveraineté de la Chine sur Taïwan, mais aussi comme un signe que le Japon serait militairement impliqué dans tout mouvement sécessionniste possible. Donc, encore une fois, cela ne pourrait pas être une ligne rouge plus flagrante pour la Chine, une ligne que le Japon est en train de franchir. Et même Xi appelant Trump, c'est intéressant. Je me demandais simplement si vous pouviez expliquer de quoi il s'agit exactement et quelle est l'ambiance là-bas à Pékin. Très bien. Tout d'abord, j'ai parlé à des gens au ministère et à ces niveaux-là, et ils ont dit non, ce n'est pas Xi qui a appelé Trump. C'est l'inverse. Trump a indiqué qu'il voulait avoir un appel téléphonique et Xi a accepté son appel. Ensuite, tu sais, cela s'est poursuivi. Mais je pense, Glenn, que pour comprendre cela, il faut vraiment revenir aux terres rares. Donald Trump a soudainement réalisé que la Chine contrôle environ 98% des terres rares dans certaines catégories, en particulier ces aimants absolument essentiels utilisés dans les moteurs et les gyroscopes, et ainsi de suite. Et il se rend compte que, d'accord, nous dépendons de la Chine. Cela freine son élan sur les tarifs douaniers. Il n'en est pas content, c'est un tyran. Il n'aime pas qu'on le fasse reculer, alors il organise une rencontre parallèle. Non pas pour participer à la réunion principale à Busan avec les autres nations, mais simplement pour rencontrer Xi Jinping. Et en route, que fait-il? Il s'arrête dans 3 pays. Et de quoi s'agit-il? Des terres rares. Il s'arrête au Vietnam, où il y a des sources, leur parle, déclare la victoire, puis se rend en Malaisie et leur parle à leur tour. Avant cela, il avait reçu le Premier ministre australien dans son bureau à Washington pour discuter de ce nouvel engagement concernant les terres rares. Ensuite, il se rend au Japon et enfin à Busan. Ainsi, à chacune de ces étapes, tout tourne autour des terres rares. Vraiment, rien d'autre. Ce qu'il essaye de faire, c'est de renforcer l'idée suivante. Regardez, si vous ne me fournissez pas les terres rares, je créerai ma propre chaîne d'approvisionnement. Le problème, comme nous en avons déjà parlé, c'est qu'il faudrait 5 à 7 ans, rien que pour produire un volume suffisant afin de répondre aux besoins stratégiques des États-Unis. Missiles, défense, et ainsi de suite. Et il faudrait 10 à 15 ans pour couvrir l'usage civil. Donc, pas de voiture, rien qui utilise réellement une puce électronique ou quoi que ce soit de ce genre. Et puis il y a ce moment absurde, j'adore ça. Donald Trump dit immédiatement, « Je ne vais pas vous vendre. Boeing ne va pas vous vendre d'avionique. » Très bien. Et l'avionique, c'est quelque chose que les Chinois doivent importer. Ils n'ont pas leur propre système. Je suis sûr qu'ils y travaillent, mais ce sont les systèmes de contrôle des avions. Et ils ont un programme d'avions à réaction nationale, mais ils doivent importer l'avionique de Boeing. Alors il dit, « Oh, eh bien, nous allons utiliser cela comme un levier. »
Voici l'ironie. Vous ne pourrez pas fabriquer cet avionique si vous n'avez pas les terres rares et les métaux critiques nécessaires à leur production. En somme, il dit, nous n'allons pas vous donner ce que nous ne pouvons pas fabriquer. Cela a complètement échappé à tout le monde. L'absurdité de la chose. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Alors quand il se rend au Japon, il arrive là-bas, ils ont une réunion avec Tagashi, tout est amical et tout ça, mais je suis presque certain qu'il lui a donné le feu vert pour semer le trouble avec la Chine. Pourquoi? Parce que ce sont des tactiques typiquement Trump, non? Il ne peut pas s'attaquer à quelque chose directement. Alors il essaie de le faire de manière détournée. Il a semé le trouble dans les gradins. Vous savez, toute cette histoire où il a dit avoir déclaré la victoire et instauré la paix entre l'Azerbaïdjan et un autre pays dont je ne me souviens plus. Et ensuite il a dit, oh, je vais créer une route le long de la périphérie de ces zones, comme si c'était possible sans la coopération de l'Iran. Il ne fait que semer la pagaille là-bas. Et il en fait autant aux Philippines. Et puis il y a le Japon. Tout cela a coïncidé. Si vous étudiez l'histoire de la première ministre, c'est intéressant. Elle est très ambitieuse, vient d'une famille de classe moyenne et revendique les valeurs japonaises traditionnelles. Par exemple, dit-elle, il ne devrait y avoir qu'un seul nom. Mais elle ne mentionne pas que dans son cas, elle a épousé un autre politicien d'une orientation politique différente. Ils ont eu 4 enfants, puis ont divorcé. Elle n'a jamais pris son nom, et lorsqu'ils se sont remariés, c'est lui qui, en gros, a pris le sien. Donc, pas vraiment une approche japonaise traditionnelle. Je pense que cela montre qu'elle utilise simplement les situations qui lui sont favorables. Elle a déclaré vouloir être connue comme la Margaret Thatcher du Japon, une sorte de dame de fer. Donc vous voyez, ça lui convient très bien. Et sur le plan intérieur, pour le moment, ça fonctionne. Elle bénéficie d'un taux d'approbation de 74% parmi les Japonais. Elle a adopté une position très ferme à l'égard des étrangers. Évidemment, la Chine, en représailles, a déclaré « Écoutez, nous allons rapatrier beaucoup de nos ressortissants. » Ils ont simplement dit « N'y allez pas. » Un demi-million de personnes ont répondu « D'accord, nous annulons nos vols et nos vacances là-bas. » Cela va durement frapper le Japon. Mais il y avait déjà une sorte de surcharge touristique, et le tourisme était, vous savez, l'une des 2e plus grandes sources de revenus. Enfin, la 4e, en réalité, après les machines et les produits électroniques, viennent les voitures, puis le tourisme. C'est une grosse perte et il y aura des répercussions. Donc à court terme, elle a gagné en popularité, mais à long terme, elle n'a pas de plan économique. Si vous regardez de très près et étudiez ce qu'elle a proposé, c'est l'Abenomics, sauf sans changement structurel. Elle pense que le problème vient du fait que le gouvernement n'a pas suffisamment contrôlé le message. Ce qu'elle dit, c'est que l'économie japonaise devrait, en gros, dépenser de l'argent comme un marin ivre, puis essayer de convaincre les gens que tout va bien. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne dans la réalité. Quand on commence à regarder les chiffres, on voit déjà que le Japon se dirige vers une récession. Et quand cela se confronte à la réalité d'un Japon en difficulté, confronté à des problèmes démographiques et en somme stagnants depuis 1985 ou 1986, lorsqu'ils ont signé les accords du Plaza sous la pression des États-Unis, on se rend compte que l'avenir semble très sombre. Eh bien, elle est nationaliste, certes, et au Japon, cela se traduit souvent par un sentiment plus fort d'hostilité envers la Chine. Néanmoins, je soupçonne que les États-Unis poussent dans ce sens, ou du moins coopèrent à ce sujet, car il ne semble pas que le Japon prenne une mesure aussi importante de son propre chef. Je veux dire, il ne s'agit pas d'un langage ambigu sur le statut futur de Taïwan. On parle ici d'envoyer des missiles à Taïwan. Et il n'y a qu'une seule façon dont ils seraient utilisés.
si Taïwan déclarait son indépendance, se séparant officiellement de la Chine. Ce serait le déclencheur d'une action militaire de la part de la Chine. Donc, il ne s'agit pas seulement de les encourager. Cela indique aussi que le Japon participerait. Eh bien, si ce n'est pas directement, alors en utilisant Taïwan comme proxy. C'est pourquoi il est intéressant de voir si non seulement Taïwan, mais aussi le Japon pourrait être mis en place comme un autre, et non pas l'Ukraine, si l'on peut dire, un autre proxy. Mais voyez-vous cela simplement comme les États-Unis essayant d'exercer une pression militaire ou politique parce que la guerre économique ne tourne pas en leur faveur? Ou pensez-vous qu'il pourrait réellement y avoir une voie délibérée vers la guerre? Car je penserais que si une guerre éclatait, ce serait plutôt une erreur de calcul. Tenter d'utiliser la sécession comme pression militaire pour amener la Chine à céder sur certaines de ses positions économiques à la place. Mais comment évaluez-vous, je suppose, les intentions des États-Unis dans ce contexte? Eh bien, je pense qu'il faut voir les choses sous cet angle. Donald Trump cherche à obtenir un levier, d'accord, mais il joue un jeu très dangereux. Il flirte sans cesse avec les lignes rouges. Cela pourrait mener à une situation où, par exemple, un navire de guerre japonais aurait une rencontre directe avec un navire de guerre chinois. Ils naviguent dans des eaux disputées, il y a un échange de tirs, des gens meurent, et on commence à assister à une escalade de représailles. C'est ainsi qu'on entre accidentellement en guerre. C'est la Seconde Guerre mondiale qui recommence. Je ne pense pas que Trump joue le rôle d'Hitler dans le sens où il planifie les choses. Il parle beaucoup d'annexion et de ce genre de choses, et je pense qu'il pourrait tenter une frappe de décapitation au Venezuela. Mais en réalité, c'est un tyran. Il ne veut pas se montrer quelqu'un qu'il considère comme son égal ou son supérieur. En utilisant le Japon comme intermédiaire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est dangereux, car les États-Unis se retrouvent entraînés dès qu'il y a la moindre action militaire. Et tu sais quelle sera la réponse s'ils reculent? Je veux dire, ce serait la fin. La crédibilité américaine, le parapluie nucléaire, tout cela disparaîtrait. S'il va de l'avant, nous risquons la destruction du monde tel que nous le connaissons. Donc, je veux dire, il joue vraiment avec le feu. Elle joue le jeu. Elle n'a pas de plan économique, comme je l'ai dit. Une femme très complexe. Et je pense que dans ces circonstances, oui, nous pourrions nous retrouver dans cette situation, non pas par intention, mais par accident. Du côté de la Chine, je dirais qu'il semble très clair qu'ils cherchent à gagner du temps. Je veux dire, ça fait moins d'un an que Donald Trump est là. Et comme je l'ai déjà dit, c'est comme vivre en chien. Chaque jour semble durer une semaine. Chaque année en paraît 7. Il fait tellement de déclarations, dit tant de choses scandaleuses au quotidien, tant de mensonges, qu'il devient vraiment difficile de tout distinguer. Ce qui se passe, c'est qu'il dit « Oh, vous êtes toujours contre moi. Tout ce que je dis, vous êtes contre. » Et ensuite, il essaye de donner l'image que quiconque lui pose des questions. Comme on l'a vu lors des conférences de presse à la Maison-Blanche ou dans des moments spontanés, est méchant, incompétent, stupide. Tout ce genre de choses. C'est le genre de comportement que j'attendrais d'un enfant de 11 ans dans une cour de récréation. Mais pour l'instant, ça fonctionne pour lui. Des deux côtés, aux États-Unis comme au Japon, la faiblesse est la réalité des économies. Oui, il semble qu'il y ait un thème récurrent. Cependant, les États-Unis, chaque fois qu'ils concluent un accord, ou tu sais, qu'ils vont serrer des mains, ne cherchent jamais vraiment à établir un nouveau statu quo comme source de paix. Tout ressemble à une trêve temporaire, où l'on se regroupe ensuite en quelque sorte. On l'a vu avec l'Iran. Quand il déclare la fin des hostilités, c'est plutôt du genre « bon, les choses ne vont pas bien, préparons la suite ».
Et c'est aussi un thème récurrent avec la Russie depuis 30 ans. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes ou des résistances de la part de Moscou, on se contente de se serrer la main pour surmonter la période difficile. Et bien sûr, au cours des 11 dernières années, cela est devenu de plus en plus évident. Maintenant qu'il y a eu une véritable guerre, nous voyons ces traités de paix utilisés simplement comme un moyen temporaire de modifier les réalités sur le terrain. Il semble que la Chine commence également à en prendre conscience. Mais en ce qui concerne l'atmosphère à Pékin, dans quelle mesure cela influencerait-il le gouvernement chinois? Car ça ne peut pas être très populaire auprès du public chinois. D'où vient la plus forte opposition? Du gouvernement, du public, ou comment évaluez-vous cela? C'est les deux. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit du 80e anniversaire du massacre de Nankin et de la fin de la guerre fasciste d'occupation menée par le Japon. 35 millions de Chinois sont morts directement ou indirectement parce que le Japon affamait littéralement la Chine. Il prenait la nourriture pour financer son effort de guerre. Et puis il y a eu les camps de travail forcés, les femmes de réconfort, les massacres indiscriminés. Il y a eu beaucoup de films, beaucoup de documentaires. Je suis allé au mémorial du massacre de Nankin, à Nankin, et je peux vous dire que les gens ressentent cela très très profondément. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne touche plus beaucoup de gens directement à cause du temps qui a passé, mais par les parents, même les petits-enfants vous en parleront. J'étais à un dîner et ce monsieur, un éminent universitaire de Tsinghua, disait « Écoutez, mon grand-oncle a été décapité par les Japonais. Il était dans un village, il n'a pas pu partir et ils l'ont tué. » Et il a ajouté « Ma mère était à Nankin pendant le massacre de Nankin. Elle y a échappé de justesse. Elle faisait partie d'une école protégée par un étranger, mais beaucoup de femmes autour d'elle ont été violées. Nombre d'entre elles ont fini par se suicider à cause de la honte et de la disgrâce. C'est donc un moment brut de l'histoire. Et ensuite, voir quelqu'un comme Takahashi, non seulement ressusciter cette idée qu'ils auraient une sorte de droit extraterritorial, ou la capacité de déterminer des issues qu'ils avaient convenu de ne pas poursuivre. Vous savez, il y a eu 4 traités entre le Japon et la Chine. Les 2 premiers, l'un en 1972 puis un suivi en 1978, ne disaient pas « Oh, peut-être que Taïwan fait partie de la Chine ». Ils reconnaissaient qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et ils faisaient également partie des Nations Unies. Ils n'ont pas voté contre. Il était clair qu'il n'y a qu'une seule Chine. Ensuite, ils ont signé en 1998 et en 2008 des traités qui disaient « Écoutez, tout différend que nous avons, toute question territoriale ou autre, nous en discuterons. » Au lieu de cela, elle s'est adressée à la presse. Je suis certain que cette question avait été préparée. Désolé, je suis si cynique, mais j'ai été impliqué en politique, et je ne pense pas que ce soit simplement le fruit du hasard. Donc, vous savez, c'était quelque chose de très délibéré. C'était quelque chose, évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'aucun Premier ministre ne penserait pouvoir risquer en détruisant cette idée d'ambiguïté concernant Taïwan. Ce n'est en rien le problème du Japon, sous quelque forme que ce soit. Ils ont conquis Taïwan et l'ont gardé contre tous jusqu'à la fin de la guerre, avant qu'on ne la leur retire. Donc, c'est pas comme si cela faisait partie de leur territoire ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux dire, c'est purement un calcul. Et comme vous l'avez dit ou évoqué, le danger ici n'est pas d'avoir une guerre planifiée, mais une guerre accidentelle. Et puis vous savez, l'Amérique et Washington et l'ambivalence de Trump parce que, oh, c'est comme l'Ukraine, nous affaiblissons la Chine.
Eh bien, cela n'a pas fonctionné à l'époque. J'ai regardé une de vos émissions précédentes hier et elle parlait du manque de stratégie, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe vis-à-vis de l'Ukraine. Eh bien, nous avons la même chose qui se produit ici à l'Est. L'Amérique essaie un peu de tout diriger, mais il n'y a absolument aucun plan de sortie en vue. Toute guerre cinétique est presque impossible. On parle de déplacer des troupes à travers le Pacifique. Cela n'arrivera pas en grand nombre. Oui, les États-Unis ont des bases dans la région, 400 pour être exact, ou un peu moins, mais elles pourraient facilement être prises pour cible par une force bien plus importante. La Chine est ici, les États-Unis ne le sont pas. Et vous savez, toute guerre, par procuration entre le Japon et la Chine, ne se terminerait pas bien pour le Japon. Ils n'ont pas une armée permanente capable de faire quoi que ce soit. Envahir Taïwan, venir à sa défense, ils n'iraient jamais bien loin. Leurs navires seraient interceptés. Je veux dire, la réalité de la guerre, étant donné qu'il existe des missiles hypersoniques contre lesquels on ne peut pas se défendre à ce stade, et des drones, sans pilote, capables d'aller presque partout et de franchir malgré tout les défenses. Dans de telles conditions, l'idée que l'on puisse refaire la Seconde Guerre mondiale est absurde. Cela ne mènera nulle part. Et ce qui m'agace, c'est qu'il n'y a absolument aucune réflexion, aucune discussion à Washington sur l'objectif à long terme, à part « contenons la Chine, car cela nous sera utile ». Une de mes principales préoccupations est que nous avons perdu tout respect et toute crainte de la guerre. La génération précédente a réellement connu la guerre en Occident. Ils sont tous morts, ou presque. Et c'est l'une de ces choses que chaque génération semble devoir apprendre par elle-même. Au cours des 30 dernières années, nous avons vu ce que la nouvelle génération de politiciens pense de la guerre, car pour eux, la guerre consiste à disposer d'une puissante force aérienne avec des armes redoutables, à survoler des pays petits ou moyens, à les bombarder et à les vaincre. Mais est-ce vraiment la guerre? En avons-nous réellement vaincu un seul? C'est la vraie question. C'est juste. C'est juste. Je veux dire, comment se fait-il que 30 à 40 000 soldats talibans aient pu vaincre toute la puissance de l'OTAN et des États-Unis? Cela montre que les choses sont devenues asymétriques et qu'elles favorisent les forces locales qui ont la volonté de continuer à se battre. Victoire. Oui, ce serait une exagération. Je suppose que c'est l'un des thèmes clés de ces guerres sans fin. Elles ne se terminent jamais vraiment par une victoire. Mais une partie du problème tient aussi à la stratégie. Personne ne définit vraiment ce que signifie la victoire. Il s'agit simplement de faire durer le conflit. Et puisque la guerre ne se déroule plus sur notre propre sol, cela a créé une relation très désinvolte à la guerre. Ce n'est plus quelque chose que l'on craint, comme si ça pouvait apporter la dévastation à son propre pays, à son propre quartier, à sa propre famille. Mais bien sûr, nous nous éloignons désormais de cette ère post-guerre froide, faite de bombardements de pays petits et moyens. C'est-à-dire que nous avons vu cela aussi avec l'Ukraine. Cette idée selon laquelle, vous savez, pourquoi la guerre devrait-elle se limiter à l'Ukraine? Nous devrions porter la guerre en Russie. Personne ne se demande alors si les Russes pourraient à leur tour nous apporter la guerre. Je veux dire, c'est un raisonnement assez fou. Même chose avec la Chine. Si vous partez en guerre contre la Chine, cela ne se limitera pas à des combats sur le sol chinois ou à Taïwan. L'idée que l'on puisse contrôler l'escalade est une illusion très dangereuse, car tout pourrait devenir incontrôlable extrêmement vite. Mais c'est là ma préoccupation. Nous devons réapprendre ce que sont les grandes guerres. Et compte tenu des armes dont nous disposons aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une leçon que nous pouvons nous permettre d'apprendre à nouveau. Mais Glenn, qu'en penses-tu?
Je veux dire, les réalités économiques semblent écrasantes. On entend déjà des rapports provenant de sources occidentales, le New York Times, etc., affirmant que les États-Unis ne font aucun progrès en matière de réindustrialisation. Le PNUD a déclaré que d'ici 2030, la Chine représentera 45% de la production mondiale et les États-Unis seulement 11%. Ensuite, si l'on ajoute les ressources nécessaires pour y parvenir, je ne comprends tout simplement pas. Il ne semble y avoir aucun calcul à ce sujet. Ils ne peuvent pas poursuivre la guerre en Ukraine parce qu'ils ne produisent pas suffisamment d'armes, ou plutôt de munitions pour le faire. Et pourtant, on entend encore ces gens répéter des slogans comme « La seule façon dont cela se décidera, c'est sur le champ de bataille ». C'était l'Union européenne. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de la part de l'UMEOR. Ils ne tiennent certainement pas ce genre de propos lorsqu'il s'agit de conflits en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Comment vois-tu cela? J'ai du mal à comprendre s'il existe une quelconque logique là-dedans. Eh bien, je pense que la panique majeure et les limites de ce qui est possible en matière de solution à tout conflit provient de l'hypothèse fondamentale selon laquelle il doit exister un ordre international fondé sur le leadership continu de l'Occident. Je veux dire, une fois que cela disparaît, une fois que cette répartition du pouvoir vieille de plusieurs siècles s'effondre, il y a tout simplement trop d'incertitudes. Donc, je pense qu'ils sont prêts à fermer les yeux sur beaucoup de choses, que ce soit le conflit avec la Chine ou la guerre contre la Russie. Mais même là, on a entendu les commentaires allemands lorsque les Israéliens ont déchaîné leur fureur militaire à travers la région. Le chancelier Scholz a dit « Eh bien, les Israéliens font le sale boulot pour nous. » Je pense que vous savez, la première étape consiste simplement à restaurer le monde tel qu'il était sous l'hégémonie libérale, comme ils aiment l'appeler. Et ensuite, après cela, nous pourrons commencer à nous préoccuper des choses plus petites. Mais cette idée selon laquelle ils pourraient vivre avec la Chine comme principale économie, c'est presque impensable pour ces gens. C'est comme ce que disait Hillary Clinton. Elle ne veut pas que ses petits-enfants grandissent dans un monde où la Chine est la première économie. Cela n'arrivera tout simplement pas. C'est donc ce genre de mentalité dangereuse dans laquelle, à mon avis, ils sont enfermés. S'ils pouvaient accepter que le monde soit déjà entré dans une phase multipolaire, que la Russie est le plus grand pays d'Europe, elle devrait avoir une place à la table. Ce n'est pas une hégémonie. Si nous acceptons que la Chine soit, au moins en parité de pouvoir d'achat, la plus grande économie, alors nous devons accepter un monde où nous vivons côte à côte. Je pense que de nombreuses solutions possibles s'ouvriraient, mais nous nous sommes tellement refermés que nous ignorons essentiellement la réalité telle qu'elle est. Et lorsque l'on ignore la réalité, cela crée une forte pression pour opérer des changements massifs. Je pense que c'est notre principale erreur. Vous avez mentionné que la guerre économique ne se déroule pas comme prévu. Les États-Unis n'ont pas réussi à infliger un coup significatif à la Chine, et l'Amérique elle-même ne se réindustrialise pas. Les Chinois prennent de plus en plus le contrôle de leur propre chaîne d'approvisionnement. Les États-Unis, eux, non. La Chine progresse avec ces technologies. Mais on entend aussi maintenant, et pas seulement on entend, on voit ces rapports, que tous ces différents milliardaires, qu'il s'agisse des Buffett, des Bezos ou des Mark Zuckerberg, commencent à retirer beaucoup de liquidités et à vendre leurs actions en Chine. En général, quand on voit ce genre de choses, on suppose qu'ils savent quelque chose que vous ignorez, qu'ils anticipent une crise économique. Alors, on vend ces actions pour pouvoir les racheter à bas prix quand tout s'effondre. Pensez-vous que cela joue un rôle dans les tensions croissantes actuelles? Eh bien, oui, je veux dire. D'accord. Donc Nvidia, une valorisation de 5 000 milliards de dollars.
Je ne sais même pas comment c'est possible. Il n'y a aucun moyen qu'ils atteignent un niveau de vente ou quoi que ce soit de ce genre pour la justifier. Leurs dirigeants vendent leurs actions comme des fous, pour des milliards de dollars. Cela devrait être un signal d'alarme pour les gens dans la rue. Mais au lieu de ça, tout le monde se concentre sur la question de savoir si la Fed va baisser les taux d'intérêt, comme si cela allait résoudre les problèmes économiques existants. Et évidemment, à mon avis, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, on se retrouve avec ce genre de situation irréelle, alimentée par du vent. Et c'est très similaire à la crise économique de 2008-2009. Malheureusement, celle-ci sera pire. Les États-Unis n'étaient pas endettés à hauteur de plusieurs milliers de milliards de dollars à l'époque. Et nous étions encore dans une position où nous pouvions être efficaces sur la scène mondiale. Nous étions encore une puissance dominante lorsque le G20 était efficace. Aujourd'hui, le G20, moins essentiellement les États-Unis, qui ont abdiqué toute forme de participation, devient de plus en plus pertinent. La seule façon pour lui de retrouver cette pertinence serait littéralement d'exclure les États-Unis et de dire « Eh bien, le reste d'entre nous est d'accord, et franchement, nous sommes collectivement plus grands que les États-Unis. » Peut-être est-il temps d'inverser les rôles et d'aller à Washington pour dire « Écoutez, arrêtez ces bêtises. Peu nous importe combien vous faites payer vos propres citoyens en matière de tarifs, mais vous n'allez pas nous monter les uns contre les autres dans une sorte de jeu colonial cynique, ou que nous devions rivaliser pour obtenir vos faveurs en, vous savez, offrant de nouveaux accords à vos enfants, ou simplement en donnant de la crédibilité à toutes les absurdités que vous voulez mettre en avant. Je suis désolé d'utiliser ces termes, mais je veux dire, je ne vois pas comment on pourrait autrement décrire ce qui se passe. Nous vivons dans un monde qui n'a tout simplement aucun sens. Quand Donald Trump, sans réfléchir, donne 40 milliards de dollars à l'Argentine parce que c'est son ami, n'est-ce pas? Et ensuite, il impose des droits de douane de 50% au Brésil. Pourquoi? Parce que son ami est jugé pour avoir tenté de renverser les élections et qu'il est puni pour cela. Cette idée que la politique est une affaire personnelle, nous sommes revenus à l'époque des empires. C'est le genre de discours qu'on entendait avant la Première Guerre mondiale. Vous savez, quand le Kaiser en avait assez que le pays de sa grand-mère ne leur permette pas de violer, piller et saccager en Afrique, et que c'était leur droit de le faire. Et si on ne cédait pas, il y aurait la guerre. C'est ce genre d'absurdité et on est censé avoir dépassé tout ça, mais c'est pas le cas. Et en ce qui concerne la façon dont tout cela se termine, eh bien, les États-Unis ne sont pas en position de force. Ils n'ont pas réussi à vaincre la Russie en Ukraine. L'idée qu'ils puissent vaincre la Russie et la Chine simultanément est encore plus absurde. Et je reviens à ceci. Nous n'avons pas été capables de vaincre les talibans, 30 000 à 40 000 combattants en 20 ans. Nous n'avons rien pu faire. Et maintenant, nous leur avons rendu le pays. C'est juste que nous tournons en rond. Il n'y a pas de stratégie. Il y a ce désir de revenir au passé. Vous savez, je pense que c'est la pire des naïvetés. Croire qu'on peut se baigner 2 fois dans la même rivière. C'est impossible. Vous changez et l'eau continue de couler. Donald Trump essaie de vendre ce rêve à un public américain complètement aliéné par son propre système politique. Vous savez, depuis 1972, lorsque 61% de la population appartenait à la classe moyenne, l'année dernière, ce chiffre n'était plus que de 40%. Vous voyez donc le contexte. Les gens diront « Oh, eh bien certains ont accédé à la classe moyenne supérieure, mais ils sont bien moins nombreux que ceux qui ont glissé hors de la classe moyenne. » Et cette tendance se poursuit. Je prévois que les difficultés intérieures, tant au Japon qu'aux États-Unis, les rattrapent. Ce sera un Thanksgiving froid, et lorsque les factures de cartes de crédit arriveront,
il fera encore plus froid. Et à l'approche de Noël, ce sera un Noël bien morose. Et quand cela arrivera, quand les gens commenceront à recevoir leurs factures de carte de crédit et qu'ils ne pourront pas payer, on constatera déjà une forte hausse. 6-7% des gens achètent leurs courses avec des formules de « acheter maintenant, payer plus tard ». Eh bien, payer plus tard avec des intérêts. C'est dire à quel point ils sont désespérés. Ils ont épuisé toutes leurs lignes de crédit, ils n'ont plus de liquidité et ils ont besoin de nourriture, alors ils empruntent pour en acheter. Ce n'est pas un pays en pleine ascension. Il est en substance en train de supprimer tout le programme Medicare. Des millions, 30 millions de personnes vont faire face à des factures et des primes bien plus élevées. Ils ne pourront pas se les permettre. Ils vont sortir du système de santé, ce qui signifie qu'ils se retrouveront aux urgences. Cela ne veut pas dire que le coût disparaît. En réalité, vous aggravez le coût. C'était l'un des principaux arguments en faveur de la création d'un système de santé abordable, parce qu'il permet de le gérer et de maintenir les coûts à un niveau plus bas, plutôt que de laisser les gens se rendre aux urgences. Ainsi, les États-Unis s'engagent sur une voie sombre. Le Japon en particulier, vous savez, quand on commence à examiner leur situation, la plupart des experts parlent d'une exposition de 20%, mais 25% des importations du Japon proviennent de Chine. Et ces importations, pour beaucoup, sont des biens intermédiaires, absolument nécessaires à la fabrication d'autres produits utilisés sur le marché intérieur, mais dont la majorité est exportée. En parlant de pièces automobiles, de produits chimiques, d'éléments de terres rares, de certains types de métaux, des choses de ce genre. Et ensuite, on commence à ajouter ce qu'ils obtiennent de l'ASEAN, car au cours de ces dernières années, l'ASEAN a accueilli de nombreuses entreprises chinoises qui y opèrent désormais. Cela représente environ 100 milliards de dollars. À peu près 110 milliards du côté chinois et 100 milliards du côté de l'ASEAN. Si l'on additionne tout cela, puis qu'on y ajoute ce qui se passe avec les produits de la mer, le tourisme et la manière dont tous ces éléments s'imbriquent, on parle d'un pays dont la croissance du PIB était estimée en septembre à environ 1,1%. Ce trimestre à lui seul pourrait faire chuter ce chiffre. Et puis dans 6 mois, on pourrait voir le Japon glisser dans une très forte dépression. Elle ne veut pas revenir sur ses déclarations, et Pékin n'est pas prêt à relâcher la pression tant qu'elle ne le fera pas. Donc, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais vous savez, c'est vraiment, vraiment difficile, parce que Donald Trump, il pourrait lui dire « calme un peu le jeu », mais il ne lui dit pas « arrête ». Il adore ça. Il adore être au centre de l'attention. Il adore ça parce que Xi Jinping accepte de prendre son appel. Il adore ça parce qu'il peut appeler la première ministre du Japon et lui dire de faire ce qu'il veut qu'elle fasse. C'est exactement le genre de projecteur qu'il adore. Sa stratégie consiste à créer un problème, puis à chercher comment en tirer profit. Arriver ensuite en prétendant être le sauveur. C'est constant. On le voit même dans son émission de télé-réalité, The Apprentice. Que fait-il? Il leur confie des tâches absurdes ou impossibles, puis vous savez, il passe en revue et les critique parce qu'ils ne les ont pas accomplies. Mais souvenez-vous, c'était sa tâche. C'est un échec. Il faut en attribuer une grande part au maître de tâche lui-même. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Donald Trump qui court partout en jouant le même jeu qu'il jouait quand il faisait de la télé-réalité. Sauf que cette fois, c'est la vraie vie. Et des gens meurent. Eh bien, c'est là ma préoccupation. Lorsque les États-Unis décident de passer de petites guerres à une guerre contre les grandes puissances, ils ne le feront pas directement, car une guerre directe entre puissances nucléaires n'est pas une bonne idée.
Ils utiliseront donc des intermédiaires. C'est pourquoi la guerre en Ukraine a commencé. Mais aussi, si l'on commence à voir les alliés des États-Unis dans la région, Taïwan ou le Japon, changer de rhétorique et adopter ce genre d'action. Je veux dire, regardez la direction de Taïwan. Alors oui, il y a de quoi s'inquiéter. Mais oui. Mais, vous savez, lorsqu'une guerre économique tourne mal et s'étend à la sphère militaire, je pense que c'est pour cela que ce processus donne l'impression d'être peut-être là où nous en sommes aujourd'hui. Il est important de ne pas seulement se concentrer sur les tensions militaires, mais aussi sur le conflit économique, qui était bien. Cependant, ma dernière question est de savoir comment vous voyez l'Europe s'inscrire dans tout cela. Parce que la guerre économique entre les États-Unis et la Chine est une chose, mais les Européens ont commencé à s'impliquer, notamment avec l'affaire Nexperia. Ma question est donc, comment percevez-vous les développements récents? Parce que oui, cette saga n'est pas terminée. Il semblait que les Néerlandais allaient revenir sur leurs décisions, mais maintenant ils envisagent de se diversifier un peu, de s'éloigner de la Chine. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'accepter le statu quo ou la paix. Il y a plutôt une sorte de cessez-le-feu temporaire. On dirait qu'ils se réorganisent pour être mieux préparés à une guerre économique directe avec la Chine. Eh bien, vous savez, faut-il blâmer le marionnettiste ou les marionnettes? Franchement, ni l'un ni l'autre. Le retrait des équipements d'ASML, les machines de lithographie au rayon X qui gravent le silicium et produisent des puces de plus en plus petites, n'était pas une décision que les Néerlandais souhaitaient prendre. C'était une énorme source de revenus. Alors pourquoi le font-ils? Tout simplement parce que Washington leur met la pression. Je ne sais pas exactement quel type de pression ils peuvent exercer, mais il est évident qu'elle a été efficace. Ce n'est pas dans l'intérêt économique des Pays-Bas. S'en prendre à la Chine, eh bien, je ne sais même pas ce que cela signifie. Cela veut simplement dire qu'ils perdent leurs exportations vers la Chine. Avec des entreprises comme ASML, les Chinois ont déjà trouvé des moyens de contourner cela. Ils peuvent accélérer les puces en utilisant des puces plus anciennes, puis en les combinant de nouvelles façons. Ils ont annoncé avant-hier qu'ils pouvaient utiliser des puces de 14 nanomètres, ce qui leur donne un énorme avantage, puisqu'ils sont l'un des principaux producteurs. Et ils peuvent fabriquer des puces aussi rapides que celles de 4 nanomètres qui sortent actuellement, mais à un coût inférieur. Alors dites-moi, si vous voulez de la performance et que vous pouvez l'obtenir à un prix plus bas, que choisiriez-vous? Et c'est là le problème auquel les Pays-Bas et l'Europe sont confrontés. La question de leur capacité à être compétitifs. Les États-Unis ont effectivement coupé une source fiable d'énergie bon marché, le gaz russe, que vous pensiez que soit délibéré ou non. En partie, le fait est que les États-Unis n'allaient jamais, au grand jamais, permettre à l'Europe de s'unir à la Russie. Si cela arrivait, les ressources russes et la capacité industrielle européenne formeraient un concurrent de même niveau, voire supérieur, aux États-Unis. Mais nous ne le permettons pas. Nous ne l'avons pas permis avec le Japon, nous ne l'avons pas permis avec l'Europe, et nous essayons de faire exactement la même chose avec la Chine. Nous ne changeons pas nos idées. C'est une sorte de mélange étrange entre l'idée de Kissinger, selon laquelle les grandes puissances restent grandes en utilisant leur pouvoir de manière asymétrique pour écraser quiconque les défie, et cette autre idée selon laquelle l'Amérique serait une cité brillante sur la colline. D'où vient cette lumière? Évidemment de Dieu, du destin, appelez cela comme vous voulez. Il marie donc ces deux idées ensemble. Il n'y a donc aucune rationalité. Tout est justifié parce que nous sommes oints par Dieu. Et la deuxième partie, c'est que, vous savez, nous allons conserver notre pouvoir. Nous devons faire des choses assez désagréables, mais tout est justifié à la fin parce que c'est pour le bien supérieur.
Mais dans ce cas, comme vous l'avez souligné, la stratégie passe par la fenêtre. La rationalité ne fonctionne pas. Je veux dire, même l'économie n'a aucun sens. Et il n'y a vraiment aucun autre objectif que de continuer à jouer au roi de la colline. C'est là que les choses en sont arrivées, et là où elles vont continuer d'aller. Il n'y a aucune issue à tout cela. Tant que Washington croira en l'exceptionnalisme américain comme justification pour faire le genre de choses de realpolitik qu'ils ont faites par le passé et qu'ils continuent de faire. Eh bien, avec les Européens, je veux dire, il ne peut y avoir aucun doute que les Néerlandais agissaient sous la pression des États-Unis. C'était en réponse à cette règle des 50%. Mais même les médias aux Pays-Bas ont rapporté que les Néerlandais subissaient une forte pression de la part des États-Unis, que si vous voulez commercer avec les États-Unis, alors vous devez prendre ces mesures très drastiques et agressives contre les Chinois. Je pense que les Européens sont dans une position très difficile maintenant. Mais une partie de cela est aussi dans leur esprit, car il y a une réticence à accepter qu'ils soient devenus un intermédiaire. Après des siècles durant lesquels le monde était eurocentrique, cela signifiait que le monde était l'échiquier de l'Europe. Ce sont les Européens qui pouvaient s'asseoir à la table et déplacer les pièces. Il y a eu une certaine prolongation de ce format après la Seconde Guerre mondiale, grâce au partenariat avec les États-Unis, mais il n'y a aucune reconnaissance du fait que l'Europe est désormais devenue une pièce que l'on déplace sur la table. L'hypothèse reste que l'Europe est toujours assise à côté des États-Unis et que nous organisons essentiellement le monde autour de nous. Ils veulent encore que ce soit la réalité. Ils veulent encore que les années 1990 reviennent. Malgré tous les avertissements de Macron et d'autres au fil des ans, selon lesquels l'Europe ne devrait pas devenir un proxy de l'Amérique et qu'elle a besoin d'une autonomie stratégique, tout cela a disparu maintenant. Et maintenant que c'est effectivement le cas, que l'Europe est un proxy, il n'y a pas d'autre façon de le voir. Il n'y a plus de souveraineté ni d'autonomie. Nous faisons ce que l'Amérique nous dit, et l'Amérique nous demande de faire des choses qui nous placent dans une position encore plus vulnérable. Autrement dit, coupez-vous de la Chine, ne traitez qu'avec l'Amérique. Et les Européens continuent de penser qu'ils seront récompensés par l'Amérique, en nous engageant uniquement auprès des États-Unis, en mettant tous nos œufs dans le même panier. Mais la seule chose qui en résulte, c'est une dépendance accrue envers les États-Unis. Et les États-Unis peuvent désormais dicter exactement ce qu'ils veulent. Nous faisons donc tout le contraire de ce qu'il faudrait. Au lieu de diversifier, nous ne faisons que renforcer cette dépendance excessive. Mais mon problème avec tout ça, c'est que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais si des esprits rationnels s'y penchaient, il y aurait une solution évidente: se rassembler. Si l'UPO, les BRICS, l'ASEAN et tous les autres, comme le Mercosur, tout ça, se mettaient simplement ensemble, ils n'auraient pas besoin de créer une plateforme ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils auraient à faire, ce serait de réunir un groupe de représentants, d'aller à la Maison-Blanche et de dire à Donald Trump: « C'est fini, nous n'exécutons plus vos ordres, le monde est multipolaire, l'Europe choisit d'en faire partie, nous ne voulons plus être intimidés par vous. Et vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous isoler, taxer votre population jusqu'à l'os, faire ce que vous voulez, mais nous n'en ferons pas partie. Et si vous essayez, très bien, nous commencerons à taxer vos services. Et c'est leur impôt des droits de douane. Nous allons imposer des droits de douane sur vos marchandises. Souvenez-vous, les États-Unis restent le deuxième plus grand exportateur au monde, et nous allons vous couper les vivres. Et vous savez, Donald Trump, fidèle à lui-même, en parlerait. Trump se dégonfle toujours.
Et là-dessus, vous pouvez compter. Lorsqu'un plus grand tyran apparaît, ou que quelqu'un lui tient tête, il finit par être récompensé. Nous parlions plutôt de la différence entre Zelensky, qui dépend des États-Unis, et Zohan, qui est à New York, n'est-ce pas? Cela ne pourrait pas être plus différent, comme le jour et la nuit. Il traite Trump de fasciste dans le bureau ovale, n'est-ce pas? Et Trump en rit. Pendant ce temps, il accablait Zelensky, parce que ce dernier avait dit, « Eh bien, vous savez, nous ne voulons pas faire cela, parce que vous n'avez pas les bonnes cartes. » Alors, vous savez, regardez la Russie. Il n'a pas réussi à intimider la Russie pour obtenir quoi que ce soit. Et vous savez, il dit toujours, « Oh, Poutine est mon ami. » C'est la même chose avec la Chine. Donc j'espère que l'Europe va soudainement se rendre compte qu'il vaut mieux être l'ennemi de Trump que son ami, parce qu'il traite ses amis comme de la poussière. Au moins, en tant qu'ennemi, vous obtiendrez un certain respect. Utilisez votre influence, levez-vous. Il est temps que l'Europe se réveille de cet état de rêve, comme vous l'avez décrit, celui où elle se considère comme l'ailier des États-Unis et de ce grand ordre libéral. L'ordre libéral s'est effondré. Il n'existe plus sous la forme qu'il souhaite. Donc vous savez, quand on a une alternative aussi simple, il semble un peu étrange qu'ils ne s'en saisissent pas. J'ai parlé à des gens en Inde qui ont eu l'occasion de le faire. J'ai parlé à des gens en Europe et en Amérique du Sud. J'ai dit, pourquoi ne vous réunissez-vous pas simplement? Vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle ONU. Vous n'avez même pas besoin de vous nommer comme un groupe. Vous envoyez simplement des représentants de chaque côté et vous dites aux États-Unis, voilà comment ça va se passer. Et c'est tout. Donald Trump n'aurait pas le choix. Il fait déjà face à d'énormes problèmes intérieurs, la moindre pression sur lui, et tout à coup, je peux déjà le voir. Oh, vous êtes mes amis. Peu importe qui sont les représentants. Oh, je vous aime bien, vous êtes un type bien, ce genre de choses. Mais enfin, comment l'exprimer autrement? Dites-moi, quelqu'un qui a été gentil avec lui, a-t-il déjà été récompensé? Je suis sérieux. Nommez-en un. Non, non. C'est le président des solutions faciles. S'il peut proférer une petite menace et que tout le monde s'incline ensuite pour faire ce qu'il veut, c'est la forme ultime de paix par la force qu'il recherche sans cesse. Mais non, non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les Européens pourraient commencer à s'adapter et à réellement essayer de survivre. Mais tant que notre guerre contre la Russie se poursuit, l'Amérique reste le principal garant de la sécurité, appelons cela ainsi, et tout lui sera subordonné. Ainsi, la dépendance sécuritaire envers les États-Unis peut se transformer en loyauté politique ou géoéconomique, qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts nationaux. Mon grand espoir est que la guerre par procuration contre la Russie prenne bientôt fin, et qu'elle ouvre, espérons-le, un espace de manœuvre pour que les Européens retrouvent une certaine autonomie politique, une autonomie économique, et je l'espère, un peu de dignité et de respect de soi. C'est un spectacle bien triste, ces dernières années, de voir ce qui arrive à ce continent. Mais avez-vous une dernière réflexion avant que nous concluions? Eh bien, je pense que nous nous dirigeons vers la tempête parfaite. Cela n'a pas de lien direct dans le sens où le Japon, l'un des plus grands détenteurs de bons du Trésor américain, est impliqué. Les États-Unis accumulent encore plus de dettes, et ils créent ensuite ces véhicules artificiels comme les stablecoins, qui ne sont qu'un moyen de vendre davantage de bons du Trésor, pour compenser le fait que tout le monde vend les siens. Mais les banques centrales, les personnes dont vous parliez, comme Buffett et tous ces autres, n'investissent pas dans les bons du Trésor. Et vous savez, à un moment donné, Donald Trump va essayer de faire pression sur les deux fronts. En août prochain, il placera son propre homme à la Fed. On peut imaginer les taux baisser au moment même où il tentera de faire chuter la valeur du dollar afin de rendre les exportations américaines plus compétitives. Mais cela pourrait aussi provoquer un abandon du dollar.
Nous faisons donc face à une véritable tourmente économique. Et le fait que le Japon et les États-Unis soient impliqués et qu'ils puissent être les premiers dominos de ce déclin économique est vraiment inquiétant. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup d'avoir encore pris le temps. Oui, je me sens un peu plus sage. Alors, merci.